votre présence, nous allons passer tout d'abord à l'approbation du procès verbal de la précédente séance, donc du 25 août. Y a-t-il des remarques, des observations? Pas de remarques? Je vous remercie. Le premier point, l'ordre du jour qu'on fait la famille d'église, alors quand une petite copie, c'est la famille d'église de Longpré, sauf erreur, de l'église générale, et pas de Soyer. Et deux, c'est ça, les deux sont inversés. Oui, tout à fait. On commence par Longpré, ensuite on passera à Soyer. C'est une inversion. Voilà, vous aurez pris connaissance du budget 2021 de la fabrique d'église de Longpré. Vous verrez que une petite correction apportée par le directeur financier. Et donc le supplément de la commune s'élève à 7 160,59 € au lieu de 7 135,59 €. Donc c'est évidemment une petite correction pour mémoire, ce n'est pas très important. Et donc, moyennant cette adaptation-là, je suppose que l'on peut approuver ou prendre acte plutôt du budget 2021 de la fabrique d'église de Longpré. C'est pas le remarque? Tout le monde est d'accord? Voilà, je vous remercie. Et donc, toujours dans les fabriques d'église, on a celle de Soyer. Et donc là, de nouveau, une petite coquille et non pas celle de Longpré. Correction. Et donc ici, l'intervention communale sera pour Soyer de 8 570 € et 56 cents. Tout le monde est d'accord? Voilà, je vous remercie. Et donc peut-être un petit commentaire par rapport à ça, c'est qu'au budget, on est en train d'élaborer le budget 2021, on est en plein travail par rapport à ça, et que le montant de l'intervention communale au niveau du budget 2021 s'élèvera à environ, je vous dis ça sous réserve, des chiffres qui seront définitifs, mais s'élèvera à environ 40 000 €. Donc moi j'ai exactement 39 345 € ici. Donc je pense que les fabriques d'église font un effort, et donc je tiens quand même déjà à les remercier. Voilà. Alors toujours fabrique d'église, mais donc ici par contre c'est le compte 2019 de la fabrique d'église de Froilieu. Et vous verrez qu'il y a également un petit correctif établi par le directeur financier, mais vraiment très minime. C'est en réalité un glissement d'article. Et donc, moyennant ce petit correctif-là, je suppose qu'on peut approuver les comptes 2019. Pas de problème. Voilà. Je vous remercie. Et donc, nous passons au point 4, concernant le budget 2021, toujours de la fabrique d'église de Froilieu. Et donc l'intervention communale sera de 3 955,77 €. Et donc je suppose qu'on est d'accord avec ça. Peut-être versus, ça mérite peut-être de le dire, l'année dernière, c'était 6 936,63 €. Donc il y a quand même un effort au niveau de la fabrique d'église de Froilieu. C'est quand même important de le souligner. Voilà. On est d'accord? Merci. Le point 5 concerne la non-valeur sur les subsides inexécutés du PIC 2013-2016. Je passe la parole à M. Deschamps, des travaux. Oui, en fait, pour le PIC 2013-2016, si je ne me trompe pas, c'était la rue des Tilleuls et la rue du Tribois. Guillaume, il y avait rien d'autre prévu. Donc en fait ici ce qu'il y avait eu au départ, on a prévu 3 travaux. Je pense qu'il y avait normalement la rue de Croix-Sainte-Anne, on arrivait déjà au budget maximum par rapport au PIC, on avait prévu que 2 travaux. Et il se fait que le montant de l'attribution par rapport au montant de l'estimation était inférieur, ce qui a déjà valu pour la rue de Tilleul à Chambly un remboursement d'environ 55 000 €. Donc il y avait 900 euros précisément qui a eu lieu au 27 décembre 2018, donc au conseil communal. Et maintenant, sur le décompte final du Tribois, il nous revient que, de nouveau, comme le montant était inférieur, il y a un trop perçu au niveau de la commune, au niveau du PIC, de 25 443,28 €. Donc, alors, on vous demande de passer en non-valeur la somme de 25 443,28 € via l'article de dépenses
701-52 et de le financer par emprunt et de charger le receveur d'effectuer les écritures comptables dans l'exercice 2020. Par rapport à la revue du tribunal des travaux, quand j'étais chez les travaux, il y avait les filets d'eau qui devaient être faits. Donc c'était ce qui était convenu de l'entreprise et le bureau d'études. Et ça n'a jamais été fait, donc je ne sais pas. Nous, les travaux ont commencé avant notre législature. C'était en fin de travaux. C'était à voir en fonction des décomptes qui allaient être faits, voir s'il restait une possibilité d'utiliser un reliquat pour faire justement ces filets d'eau. Et quand le décompte a été fait, ben voilà, il y avait plus. Moi, si ma mémoire est bonne, ce n'était pas aussi simple que ça, parce que il aurait précisé un avenant et que tu ne peux pas faire des avenants quand ça dépasse. Ça avait été discuté en tout cas à l'époque en réunion de chantier. On se discute de ce qu'on souhaite et les contraintes légales. Il y a parfois des marges, on en parle dans tout d'ailleurs. Mais donc non, ce n'était pas possible sur le plan légal parce qu'on allait dépasser au niveau des avenants, on aurait pu mettre ce travail supplémentaire-là à chaque de l'entreprise. Peut-être pas une situation avec l'entreprise et ne pas faire passer ça comme un avenant. Peut-être. Mais je ne sais pas, il n'est pas allé chercher les yeux. Il aurait fallu relancer un marché. Non, c'est un marché. Ce n'était pas les différents crédits qui restaient en fonction des travaux. C'était pas la question du crédit. Le crédit était disponible. Ça, on est bien d'accord. Ça, tout à fait. Mais il y a le crédit, et puis à côté de ça, il y a le marché. Voilà. Et le marché, on est cadenassé par la loi sur les marchés publics. Et on peut faire effectivement des avenants, mais on est quand même tenu de respecter certaines règles. Et donc là, on n'avait pas la marge. Et c'est vrai qu'on s'est posé la question. Ça, c'est clair, je m'en souviens très très bien. Et la directrice générale nous a dit attention, là, vous allez être en dehors des clous. Parce que ce n'était pas prévu dans le cahier des charges à la base. Donc si ça avait été prévu dans le cahier des charges à la base. Non, ce n'est pas prévu, puisque quand il y a eu l'asphaltage qui a été fait, on a vu qu'il y avait une marge, on va dire, entre les avaloirs, les filets d'eau et la route. Mais comme ce n'était pas prévu dans le cahier des charges à la base, vous pouvez refaire un il fallait un avenant. Hors des avenants, tu ne peux pas faire ça comme tu veux. Tu dois respecter des contraintes légales. Ouais. Donc, malheureusement, on n'a pas pu utiliser ce crédit subsidié. Ça va? On peut approuver? Merci. Alors le point 6, c'est la vente de bois 2020, donc c'est les clauses particulières au niveau du cahier des charges. Oui. D'abord une information, la vente de bois marchand a lieu le 27 octobre prochain à la heure 10. L'heure n'est pas indiquée, je ne l'ai pas indiqué non plus dans mon agenda. Donc les lots qui n'ont pas été vendus seront remis en adjudication par soumission cachetée et la séance aura lieu le jeudi 10 décembre à Palaiseau. Alors, les conditions d'exploitation, les délais, je pense, ont été, mais ça, Guillaume, je parle un peu sur ton couvert, mais ils doivent avoir été réduits. Les délais d'exploitation pour les ventes d'automne et les ventes de printemps. En tout cas, il nous a demandé de repréciser le calendrier. Il y a aussi une clause particulière qui concerne ce problème qui est maintenant dramatique, qui concerne les épicéas et l'obligation pour tout propriétaire de procéder dans les 15 jours du constat qui est dressé par le DNF à l'abattage d'évacuation de ces bois hors forêt et à défaut d'évacuation dans les 5 jours suivants l'abattage, là il faut écorcer complètement et si l'acheteur n'effectue pas ces opérations dans le délai imparti, le bourgmestre pourra faire procéder à l'exploitation d'office des épicéas qui ont été scolisés. C'est les clauses les plus importantes. Il y en a d'autres qui concernent les itinéraires balisés. On doit être attentif lors de l'exploitation à pas déplacer
balisage, ou en tout cas à les remettre s'ils sont déplacés, et aux mesures de sécurité en matière de chasse, qui font que l'exploitation des groupes est suspendue à partir de la corbeille des battus. Voilà. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces causes? Des questions? Non. On peut approuver les clauses particulières telles qu'elles ont été présentées, telles qu'elles sont reprises dans le document de travail. Je vous remercie. Le point 7 qui est approuvé pour Mme Léchevin concerne le renouvellement de la convention avec l'IDELUX environnement. Oui, donc là je fais ma casquette environnement, effectivement. Et il s'agit de renouveler le contrat avec IDELUX, puisque le contrat de collecte actuel vient à l'échéance le 31 décembre 2020. Donc il s'agit toujours bien d'une collecte en porte-à-porte à raison de une fois tous les 2 mois pour l'ensemble du territoire communal. Donc c'est pour le papier. Il y a des questions? C'est un petit complément d'information. On l'a reçu au collège la semaine dernière. Bonne Aline, tu veux dire un petit mot? Les sacs bleus, certains demandent quand on pourra enfin les utiliser. Ce sera à partir du mois de septembre 2021, si tout va bien. Le ramassage des PMC en porte-à-porte. Ok, donc on peut approuver le renouvellement de cette convention. Je vous remercie. Toujours pour Mme Léchevin, donc c'est son conseil aujourd'hui. Quel logement? Voilà. Donc on a revu, en prenant conseil du comité d'attribution des logements communaux et de la CLDR, le règlement communal d'attribution des logements communaux qu'on a adapté en ce qui concerne l'allocation des logements tremplins. Donc les modifications portent là-dessus. Je vous propose de passer à la page 18. Ça concerne les conditions d'admissibilité des candidatures pour ces logements. C'est l'article 15 bis qui en traite. Et les conditions spécifiques, c'est être âgé de 18 à 40 ans pour l'un des membres du couple, avec un maximum de 45 ans pour l'autre membre du couple. Donc au moment où on introduit le dossier de demande. Et l'autre condition d'admissibilité, c'est de ne pas être pleinement propriétaire ou usufruitier d'un autre logement. Alors, après ces critères d'admissibilité, il y a les critères d'attribution. On passe au premier paragraphe qui concerne les logements communaux en général. On passe au logement tremplin, donc à la fin de la page 18. Pour le logement PMR, la condition principale, c'est être atteint d'un handicap qui justifie la nécessité d'habiter dans un logement adapté qui se situe au rez-de-chaussée. Il y a une série de critères subsidiaires qui sont repris dans le tableau et qui sont utilisés pour procéder au classement des personnes qui sont demandeurs pour des logements tremplins non équipés PMR. Donc, on propose 5 critères. Ces 5 critères concernent le domicile actuel, le lieu de travail, les attaches familiales locales, les enfants à charge et l'âge. Là, il y a une erreur dans le tableau, si vous voulez bien corriger, c'est l'âge du plus âgé. Si je me permets, oui. C'est l'âge du demandeur oui. ou du plus âgé si c'est un couple qui est demandeur. L'âge du demandeur ou du plus âgé dans le couple. Voilà, juste. Pour ces critères, on a
Oui. Si je me permets, dans Oui. le tableau en bas à droite, il y a Oui. une petite coquille. Oui, mais je comptais Ah, la bah, corriger en détaillant le tableau. Pour ces critères, il y a un classement par points. Donc, pour le domicile actuel, obtient 10 points la personne qui est actuellement, enfin momentanément, domiciliée à Ouélin, 5 points pour la personne qui est domiciliée dans une commune limitrophe, 0 points pour celle qui a un autre domicile que celui-là. Deuxième critère, c'est le lieu de travail. 10 points pour une personne qui travaille à Ouélin, 5 points pour une personne qui travaille dans une commune limitrophe et 0 points pour un autre lieu. Attache familiale locale, 10 points pour une personne qui a des liens familiaux de premier et deuxième degré avec un habitant de Ouélin. Pour les enfants à charge, 10 points pour un enfant à charge au moins qui est scolarisé dans la commune et où est inscrit à la crèche communale ou auprès d'une gardienne ONE. 5 points si l'enfant à charge est non scolarisé dans la commune, 0 points pour pas l'enfant à charge. En ce qui concerne le dernier critère, 10 points pour la personne qui a moins de 25 ans, 5 points pour celui qui a moins de 35 ans et là il faut corriger 0 points pour celui qui a plus de 35 ans. En cas d'égalité, les candidats qui disposent des revenus les plus faibles sont prioritaires. Donc voilà pour les critères d'attribution qu'on propose. Pour les conditions spécifiques au beau. En ce qui concerne le logement tremplin, le bail TIPS, qui est de courte durée, va préciser le montant des loyers pour chacun des 4 appartements, puisque vous savez qu'il y a 4 appartements tremplins, et le montant des ristournes qui vont être offertes. Pour bénéficier des ristournes communales, il faut répondre aux conditions cumulatives suivantes. Acheter et construire un logement situé à Ouélin, si domicilié dans un délai maximum de 6 mois, et occuper personnellement le logement pendant 5 ans. Alors, si le bail se termine après 3 ans, le montant de la ristourne est fixé à 20% du total des loyers versés par les locataires. Si le bail se poursuit après le terme de 3 ans, le bail est réputé pour être conclu pour une durée de 9 ans et au moment de la fin de ce bail, le montant de la ristourne est de 20%, mais du montant total des loyers qui ont été versés pour les 3 premières années. Donc voilà pour les modifications qu'on a apportées au règlement de location. Le point 9, il y a un problème dans l'intitulé, en fait c'est le bail qui va être proposé aux locataires. Alors, en ce qui concerne les bails, les points les plus importants, mais voilà, on peut revenir sur ceux qui posent problème. Page 24, le loyer, donc c'est le point 5, pour les différents logements. Le logement PMR, ce sera 600 €. Et les logements 8, 10, 14, 680 € pour le 8 et le 10, et 560 €, c'est celui qui est à l'étage, pour le 14. Alors, je précise que l'ensemble du bâtiment est équipé en panneaux photovoltaïques et thermiques. Donc le bâtiment est bien isolé et
les charges par conséquent seront peu élevées. Les autres points, je les ai déjà commentés, puisqu'ils portent sur la ristourne, sur le montant des loyers. Je ne sais pas si vous aviez des remarques, des questions sur les autres clauses. On a peut-être quand même précisé que tout ceci a été fait en concertation avec la commission du logement. Oui, c'est dont certains d'entre vous, même de l'opposition, font partie, ainsi que par la CLDR, Oui. puisque c'est un projet PCDR subsidié dans le cadre du développement rural et que la commission locale de développement rural a également été concertée et associée aux critères et voilà, tels que Tout à fait. David les a exposés. Y a-t-il des questions? Oui. Oui. Par rapport au point 5 des critères d'attribution de logement plein à la page 19 par rapport au tableau, ce que j'ai ajouté à la comité de logement, il y a eu des petits ajouts par rapport à ça. Oui. Il y a juste une question par rapport à la définition d'une commune limitrophe. Oui. C'est quoi? C'est les communes qui touchent le territoire? Oui. Donc pas C'est le centre de limitrophe. Comment? Il a un touche. Il a un touche, pas Saint-Hubert. Ah non? Non. Juste pour savoir. Alors, on a sauf, malheureusement pas, il ne me semblait pas qu'on avait un critère suivant l'âge. Je trouve que c'est un petit peu curieux quand on dit que l'âge, il y a un âge à plus de 15-10, on montre être âgé entre 18 et 40 ans, et puis après on fait entre les critères sur les âges. Donc voilà, c'est une petite remarque qui n'est pas la plus importante à mes yeux. Par contre, si je... On veut, précise, on tient vraiment à favoriser les jeunes. Hein. On n'a pas vraiment d'idée sur ce fin de logement. On a parlé, c'est moi qui l'avais évoqué. Et donc voilà, j'en reviens ici au vif du sujet. Vous avez la question que je vais poser, parce que j'ai formulé les mêmes remarques en comité. On n'a pas pris en compte la partie arbitration, mais donc je préfère le répéter ici, et donc j'aimerais mettre sur acté ou PV. Donc effectivement, sur le principe, voilà, je pense que le document est bien fait, a été bien réfléchi. Il n'y a pas de souci par rapport au fond. Tout ce qui nous touche le plus, c'est les prix, bien évidemment. On trouve que c'est des prix excessifs. Et donc, je vous avais fait la comparaison, j'avais été recherché sur des communes qui ont des logements tremplin au niveau de la région wallonne. Donc, à Bielsal, une commune luxembourgeoise, les prix pour une chambre étaient de 450 € et pour 3 chambres, c'était de 600 €. Nous, ici, pour les 2 appartements, on est à 680. Donc, on est plus cher qu'à Bielsal. Au niveau d'une commune qui est l'eau, Froide-Chapelle, les prix pour 2 chambres étaient de 500 €. Moins cher par rapport, les exemples avec une tarification moindre. Et à Berrouet, dans le Brabant wallon, on était à 650 €. Donc voilà, nous on estime que pour ramener les jeunes, qui est une bonne procédure pour la commune de Wallin, on estime que c'est des prix qui sont conséquents. Surtout qu'au niveau de la remise, on propose ici 20% au niveau de la commune de Wallin. Et si je me réfère au pourcentage des 3 communes que je viens de citer, à Bielsal, on est de 30 à 40% de remise. À Froide-Chapelle, on est à 25%. Et à Berrouet, suivant certains critères, de 25 à 50. Donc voilà, nous, le fond du dossier, on est évidemment pour tous les critères, mais on estime que le prix est trop excessif par rapport aux objectifs demandés aux jeunes de venir sur le territoire. Et donc, pour ce point-là, s'il n'y a pas de modification, nous ne voterons pas ce point. Et donc, c'est pour ça que j'aimerais bien que ce soit acté. Merci. Par rapport à ça, je voudrais bien donner quelques éléments. Donc le premier, c'est que évidemment ces loyers ne sont pas sortis nulle part, donc il y a quand même une réflexion aussi. Et donc la réflexion était la suivante. On s'était basé sur la grille de la règle officielle qui permet de déterminer les loyers au sein de la région wallonne. Il suffit d'aller, si vous tapez sur Google, vous tapez détermination loyer région wallonne, vous tomberez directement sur le lien qui vous permettra, en fonction de divers paramètres,
à savoir la superficie, le nombre de chambres, l'isolation, etc. Jardin, privatif ou pas. Donc, en fonction de différents paramètres, et de localisation évidemment, hein, et bien de tous ces paramètres-là, on arrive à une fourchette de loyer. Et donc, on s'est basé sur cette grille objective en implémentant tous ces paramètres et on a retenu la fourchette, on a pris le montant moyen. D'accord? Ça, c'est un premier point. Deuxième point, il faut prendre en considération le fait que ces logements sont super bien isolés, qu'il y a des panneaux photovoltaïques et que par conséquent, les charges seront très faibles. Et donc c'est quasiment les loyers ici, charges compris, peut-être pas quand même, parce qu'il y aura quand même des frais d'électricité, mais très peu, sachant qu'il y a des panneaux photovoltaïques, donc très peu de frais d'électricité, et très peu de frais de chauffage parce que c'est super bien isolé. Donc on est quasiment à des loyers charges comprises. Bah, on verra, on en fera le bilan évidemment, mais c'est en tout cas ce que l'on pense. Quant aux 20% de remise, oui ok, c'est peut-être pas beaucoup, mais 20% de remise, sachant que le loyer est peut-être plus élevé, ben forcément ta remise elle sera plus élevée aussi en valeur absolue. Donc c'est mathématique. Donc voilà, quand on tient compte de tous ces éléments. Et alors il y avait encore un autre paramètre dont on doit tenir compte, c'est que, rappelez-vous, au niveau de la valise d'emprunt, on était tenu, c'était vous à l'époque, on devait respecter les valises, on doit respecter les valises d'emprunt, la commune doit respecter les valises d'emprunt. Et on est sorti de ces valises d'emprunt pour ce projet-là, et ça a été justifié comment? Par le fait qu'il y aurait un retour sur investissement. Donc on doit aussi avoir un retour sur investissement et pouvoir, avec le montant des loyers, pouvoir rembourser les charges de l'emprunt, si on veut respecter nos engagements au moment où on a dérogé à la valise d'emprunt. Donc voilà, tous ces paramètres font que ces loyers nous paraissent finalement acceptables et raisonnables. La dernière petite remarque que j'avais omis, c'est aussi on ne trouve pas logique que l'appartement PMR soit plus cher que l'appartement classique. Alors vous allez me répondre qu'il y a des frais supplémentaires, j'ai envie de dire, là, ça c'est normal, on accueille un appartement PMR, pourquoi différencier les prix alors que c'est une personne et 4 personnes? Voilà. Et donc par rapport à ça, j'entends bien les remarques, mais il vaut mieux aussi un appartement qui soit loué qu'un appartement qui ne soit pas loué. Et donc voilà, moi je vous espérer que je me trompe, mais je vous espérer que les 4 appartements vont être loués, parce que s'il y en a un des 4 qui ne sont pas loués, les critères que vous venez de formuler tomberont à l'eau. Donc voilà, moi je n'ai pas de souci, voilà, nous c'est notre remarque, c'est notre conviction, et donc voilà, on respecte bien évidemment votre proposition, mais voilà, il faut faire attention. Oui, parce que j'entends bien la remarque évidemment, et donc on ne sait pas trop l'avenir est fait, donc à un moment donné on va trancher, et je pense que le choix n'est pas totalement déraisonnable, il est argumenté, moi je l'ai dit, il est réfléchi. Et puis après, si on s'est trompé, je ne prétends pas qu'on ne se trompe pas, hein, peut-être qu'on se trompe, hein, mais à ce moment-là, on verra les choses. Hein. Et si on ne s'est pas trompé, tant mieux. Le PMR n'est pas plus cher, non? Non, il est moins cher. Il est moins cher que ceux qui sont situés sur le même étage. C'est ça. Ouais. Il est plus cher de 20 €, de 40 € par exemple, que le 14. Non, il est moins cher. Moins cher. Oui, moins cher. 600 € au lieu de 680. Ben oui. Ben oui, c'est la page 24. Tu le verras à page 24. Page 24, tu as à l'article 5. Le 8 et le 10 coûte 680. Le 12 qui est en PMR 600. Et c'est celui à l'étage qui, effectivement, coûte 560. Parce qu'objectivement, celui qui est à l'étage, voilà. Oui, il n'y a pas d'ascenseur. Ouais. Voilà. Ça va, maintenant, voilà, on a compris votre argumentation. On fera le bilan à un moment donné, ça c'est clair. Oui. Ça va? Donc on va passer au vote. Une question au niveau des tâches familiales, c'est bien familiaux de premier et deuxième degré, ou bien des enfants de premier ou de deuxième degré? Faut-il absolument les deux? Ou un des deux peut servir? C'est le concept qui parle, mais en fait, logique, si tu mets un et, il faut que les deux soient. Premier ou deuxième? Ou deuxième. Oui. C'est le sens et, dans le sens et ou. C'est du français, c'est pas du latin. Trop entendu. Les avocats sont pas de mauvaise foi.
Oui, c'est ça. Oui, oui, ça veut dire. Non, c'est pas grave. Est-ce que je propose peut-être de faire deux votes, d'abord un sur les critères et puis l'autre sur le bail, le projet de bail, ou bien on vote les deux ensemble, d'accord, le vote sera le même pour les deux. Voilà, donc on va passer au vote du coup, sur les deux points, le 8 et le 9, donc à la fois sur les critères et sur le projet de bail. Voilà. Toujours oui. 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 Abstention. Excusez-moi d'intervenir, je reçois un message et on me dit qu'il y a effectivement, je l'ai vu, un feu à Marcoullier. Est-ce que vous êtes au courant? Moi, j'ai vu les grosses fumées en venant, j'étais un peu en avance, et c'est vrai que c'était vraiment très impressionnant, et on me le signale encore avec le petit livre. Je sais que je au conseil communal, il y a le feu à Marcoullier. Dans la crème. Je ne sais pas où est Marcoullier, mais pour moi, j'ai vu le feu en tout cas au-dessus des conteneurs. Ouais, j'ai vu qu'on brûlait hier de bois. Mais c'était Il y énorme. avait déjà un gros feu. Pourtant, il a plu énormément. J'ai vu les camions de pompiers, etc. Ah ben voilà, parce que les canons de pompiers sont là. Ils ont besoin, s'ils ont besoin de moi, ils l'ont. Oui, ok, voilà, je sais bien simplement. Ok, voilà. Je vais voir tantôt, mais si. Moi, j'essaie là. Et je mets à la tête. La route était jardin entre failli et Boucré. Mais Ça, c'est un accident de voiture. Si vous me dites, parce que j'ai quand même eu un appel, je vais quand même voir qui c'est. Pour montrer que j'ai été construite entre la maison quelqu'un m'a cité et dans la montée de Montfailly, quand la police a voulu dépasser la personne a fait un peu de poisson et donc l'accident a eu lieu et les deux voitures sont entrées en collision, les voitures dans le ravin. Ça s'est passé 6 et 7 heures du soir, mais les policiers n'ont pratiquement rien, je pense, et la personne au volant est accidentée. Voilà, ça ce sont les nouvelles. Et la route était bloquée. Oui, c'est ça. Voilà, donc on peut reprendre ce qui est en vue. Il ferme la parenthèse, c'est passé donc au point 10, mais ça va être 9. Le problème dans la documentation. Le point 10 concerne ORES Assets et donc la prorogation du terme statutaire. Oui, mais en fait, au niveau d'ORES, l'Assemblée générale du 22 juin 2017 a approuvé la prorogation du terme statutaire de l'intercommunal jusqu'en 2045. Alors, dans ce cadre-là, maintenant, on vous demande ici au niveau communal d'approuver à la majorité absolue l'extension jusqu'en 2045 de l'affiliation de la commune de Ouellin à l'intercommunal ORES Assets et de charger le collège communal de veiller à l'exécution de la présente délibération. Des questions? On peut approuver le point. Voilà, je vous remercie. Le point 11 concerne la pêcherie de l'entrée. Et donc vous avez vu qu'il y a 3 propositions de convention d'occupation à titre précaire. L'une concerne, donc ils sont vraiment à titre précaire, c'est important de le dire. Donc à tout moment on pourra récupérer l'occupation des parcelles. Vous savez que c'est également un projet dans le cadre du PCDR de rénovation de la salle de l'entrée et des alentours que l'on a désigné un auteur de projet, que l'on va désigner un auteur de projet pour tout prochainement pour affiner la fiche projet du PCDR. On en a déjà parlé ici, de manière incident, et que donc on est en réflexion également sur l'affectation du périmètre qui est autour de la salle de l'entrée, mais que, en tout cas pour le moment, il n'y a plus rien, comme vous savez, et qu'il y a des amateurs qui se sont fait connaître pour pouvoir occuper les lieux et les louer, enfin les louer et les occuper à titre précaire. Et donc on vous propose, pour ces 3 parcelles-là, de les valider, en sachant que, une fois qu'on aura avancé dans la réflexion, on pourra à tout moment récupérer les terrains en question, moyennant un préavis de 15 jours. Donc ça ne nous engage pas finalement à grand-chose, sauf que, en attendant, ces terrains sont occupés et seront entretenus, et finalement ça va peut-être aussi décharger la main-d'œuvre communale. Est-ce qu'il y a des questions, observations? Est-ce qu'on peut valider les 3
l'enquête publique du chemin numéro 10 à Chambly, donc c'est la rue de la Faloise. Donc il y a un projet d'urbanisation de la rue de la Faloise, donc c'est à la sortie de Chambly, quand on vient de Chambly, c'est la dernière rue à gauche, juste avant la dernière maison en pierre. Donc ça c'est la rue de la Faloise, un petit peu plus loin, du côté droit, il y a un projet d'urbanisation de 7 maisons, si je me trompe, 7 ou 8, si je ne sais plus, c'était 8, mais je crois que la CCATM préconise 7, enfin voilà, dans un autre dossier. Et dans ce contexte-là, il faut prévoir un élargissement de la voirie, et donc la loi prévoit, le décret voirie prévoit une enquête publique qui a eu lieu et qui a donné lieu à quelques observations. Et donc c'est la compétence du conseil communal de prendre en considération les observations et d'y répondre de manière adéquate. Alors il y a plusieurs observations. La première, je vais les lire. Donc la mise à gabarit du chemin numéro 10 contribue à accroître le risque d'accident pour les habitants et les usagers de la nationale. Et donc on propose la réponse suivante. Du fait de l'urbanisation, le chemin de la Faloise, il sera nécessaire de revoir le positionnement des panneaux de limitation de vitesse 50 km/h et 70 km/h, donc sur la nationale, afin d'assurer au mieux la sécurité des usagers débouchant sur la nationale à partir du nouveau quartier. Alors, deuxième remarque, la mise à gabarit du chemin numéro 10 va dégrader un paysage et accroître le risque d'accident sur un chemin de promenade vers Estelle. Projet de réponse. Il est proposé de limiter l'accès à la route de la Faloise, à la circulation locale et au trafic agricole. Cette même limitation devrait être proposée à la commune de Tellin afin d'assurer la continuité. Donc pourquoi commune de Tellin? Parce que la rue de la Faloise, c'est sur 200-300 mètres, commune de Wellin. Ensuite, on aboutit sur la commune de Tellin à Estelle. Troisième remarque qui a été formulée lors de l'enquête publique. La mise à gabarit du chemin numéro 10 va contribuer à accroître le risque de pollution dans les zones naturelles humides. Projet de réponse. L'impact du nouveau quartier à plus de 100 mètres des zones naturelles humides devrait être nul. En outre, la viabilisation des habitations projetées requiert d'une part un traitement des eaux usées par fosse septique avec bypass et d'autre part un système de dispersion des eaux pluviales dimensionné en fonction de la perméabilité du terrain. Le risque d'une pollution par les eaux est donc très limité. Quatrième remarque, la mise à gabarit du chemin numéro 10 va contribuer à accroître l'étalement de l'habitat à l'échelle du village. Deuxième remarque, cet enjeu qui relève de l'aménagement du territoire sera pris en compte lors de l'élaboration du schéma de développement communal qui a été initié il y a quelques mois. Cet enjeu dépasse l'objet soumis à l'enquête publique. Voilà. Donc on vous propose de valider ces remarques, en sachant qu'ici, on ne se prononce pas du tout sur le projet urbanistique lui-même. Donc ça, c'est autre chose. Ça, c'est une compétence du collège, avec évidemment s'appuyant sur l'avis de la CCATM. Donc ici, on n'est pas en train de voter pour ou contre le projet urbanistique. On est simplement en train de dire qu'il y a une enquête publique, il y a eu des observations faites par des riverains, et donc on répond à ces observations. Voilà, est-ce qu'il y a des remarques, questions? On peut valider ces observations. Voilà, je vous remercie. Le point suivant concerne le bilan des plaines 2020 et je vais à nouveau céder la parole à Madame Deschines. Voilà, alors on a demandé à Nathalie qu'elle nous dresse le bilan des dernières plaines. D'ailleurs, vous allez nous poser une question lors d'un conseil communal précédent. Donc, il y a eu 4 semaines de plaine pour une bulle de contact de 50 personnes. Il y avait 44 enfants de quel âge? 2 ans et demi jusqu'à 14 ans et 6 animateurs. Donc, changement, c'est un premier changement, c'est lié au Covid évidemment. Deuxième changement qui n'a rien à voir avec le Covid, c'est qu'on avait décidé, rappelez-vous,
que les plaines de vacances se passent à la maison ici, à la MDA, et au centre sportif. Et donc on a conservé cette décision a été appliquée. Il y a eu des stages qui se sont déroulés ici, des stages qui se sont déroulés dans le hall sportif. C'est tout comme l'année passée, le même animateur principal qui s'est occupé de la plaine est Nathalie, qui coordonnait en tant que coordinatrice ATL l'ensemble de l'organisation. Alors, en cette période de Covid, on a été particulièrement bien épaulé par le centre de vacances. Le centre de vacances a été bien épaulé par l'ONE, puisque la coordinatrice de l'accueil local de l'ONE est venue sur place, je crois, à 2 reprises. Et vraiment, tous les participants, tous les enfants sont très satisfaits de l'organisation et des activités. Bien sûr, il n'y a pas eu d'excursion trop loin, mais parmi les activités qui leur ont été proposées, il y avait la visite du moulin de l'entrée, il y a eu des promenades en calèche, il y a eu des spectacles en plein air, des ateliers récréatifs, des ateliers culinaires. Voilà, il a fallu repenser à d'autres activités, mais tout ça s'est bien passé pour la plus grande joie des enfants. Alors, Nathalie attirait aussi notre attention sur le fait que notre agrément comme centre de vacances, qui nous a été octroyé en 2018, va arriver à expiration en 2021. Donc on doit renouveler l'agrément. Donc elle est en train de travailler sur le dossier avec le moniteur principal. Elle retravaille aussi le règlement d'ordre intérieur et le projet pédagogique. Et ces 3 composantes du dossier d'agrément nous seront présentées en collège et en conseil communal. Donc, on en saura plus dans quelques temps. Voilà. Voilà. Je te remercie, Nadine. Nous allons passer aux questions supplémentaires posées par Bruno. Oui. Je propose Bruno, si tu es d'accord, peut-être de voir le service technique communal en dernier lieu, parce que je vais peut-être partir à Ouigo. Oui, pas de souci. Je montre sur le point de vue alors. Comme tu veux. Donc, je voulais voir un peu où on en était par rapport à la convention qui a été signée le 14 juin 2018 entre la SBF Alzheimer et la commune de Wallin et CPS, afin de devenir une démence. La signature de cette charte devait permettre la mise en place de différentes activités afin de sensibiliser les habitants et commerçants de la commune à venir en aide aux personnes et aux familles atteintes par une pathologie démente, mais également développer des actions de projet dans le cadre de l'organisation de la maison d'accueil communautaire des aînés de la Marca. Alors, je voulais savoir quels étaient les projets qui avaient été développés depuis 2 ans maintenant avec la signature de la convention relative à cette thématique qui est quand même importante pour certaines familles et pour les personnes qui souffrent de cette maladie. Et alors on a aussi appris via les réseaux sociaux et sur le site de la commune que le collège avait décidé de fermer la Marca jusqu'à fin d'année civile. Et donc voilà, on voulait savoir s'il y avait d'autres services ou d'autres outils qui vont voir le jour, surtout que la Marca c'est quand même un service important. Qui drainent pas mal d'aînés, qui ont des difficultés, et on quitte aussi le personnel qui est affecté à ce service parce qu'on estime que c'est important, surtout durant cette période sanitaire où les personnes âgées sont beaucoup plus en difficulté. C'est la parole à Thérèse Léchine, président du CPS, en charge des aînés. Voilà. Comme tu le soulignes, dans la politique des aînés, c'est une politique très très importante et ça représente dans la commune de Wallin une frange importante de la population, donc je pense qu'on
doit vraiment être très attentif à tout ce qu'on a en place par rapport aux aînés. Et puis il y a aussi une donnée nouvelle, c'est que l'on vieillit de plus en plus et que, voilà, donc, comme je l'ai dit, c'est une tranche importante de la population moyennement. Alors comme chacun le sait, la maladie d'Alzheimer est une maladie dégénérative du cerveau, entraînant progressivement des pertes de mémoire, des troubles du langage, de la compréhension et du comportement. C'est une maladie très difficile à déceler dès le départ, très difficile à soigner, et qui est malheureusement en progression partout, et qui concerne surtout les aînés et les adultes aussi. Alors c'est une maladie qui a bien sûr des répercussions énormes sur la personne qui en est atteinte, et qui progressivement, bien sûr, est atteinte de plus en plus, mais c'est aussi beaucoup de répercussions, surtout dans l'entourage familial, et particulièrement sur le conjoint, qui est bien sûr surpris par un changement de comportement de son conjoint, et qui n'a d'autre choix que de s'adapter à cette évolution qui peut être parfois très lente, parfois très rapide. Donc ça touche bien sûr la personne et tout l'entourage familial, et surtout ceux qu'on appelle les aidants proches. C'est un terme qu'on emploie de plus en plus. Les aidants proches, ce sont les gens, voilà, par exemple l'épouse ou un enfant qui va devoir accompagner cette maladie d'Alzheimer, qui fait partie de la démence aussi au niveau de la vieillesse. Alors, il y a une ligue nationale qu'on appelle la Ligue nationale Alzheimer, qui a donc comme souci, bien sûr, de collaborer avec les communes et de faire démarrer les communes dans une dynamique vraiment relative à cette maladie, comme beaucoup d'autres, mais celle-là est quand même importante. Et donc voilà, effectivement, il est répondu favorablement aussi dans une charte, le 14 juin 2018. Et après cette charte, eh bien, il y avait donc deux agents qui s'appellent les agents proxy-DEM, donc proximité et DEM démence, qui étaient désignés, donc un dans la commune, un au CPS. Je peux citer les noms ou pas On peut citer les noms? Les noms des agents. Ah oui, d'agents, oui, bien sûr. Oui, donc voilà, pour le CPS, c'est toujours Véronique Hansen, et pour la commune, bien évidemment, c'était Dominique Depré. Alors, ces deux personnes ont d'abord été en formation, parce que voilà, on ne s'improvise pas avant Proxydem, donc il y a eu une formation poussée qui a été donnée par la Ligue Alzheimer, qui était gratuite d'ailleurs, et cette formation accélérée leur a vraiment permis d'être agent Proxydem. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? En 2019, on a organisé une formation de 6 séances, donc 6 mercredis de suite, proposé aux aidants proches, donc proposé aux personnes de la famille où il y a donc un patient Alzheimer. Et là, on a travaillé avec plusieurs CPS et de communes, donc la commune de Ténin, la commune de Libramont et la commune de Libin. Et donc là, ce qui s'est passé en tout cas au niveau de Ouélin, il y a eu quelques demandes et Dominique et Véronique sont allés dans les familles remplacer l'aidant proche. C'est l'aidant proche qui était à la formation et les deux agents Proxydem accompagnaient le patient atteint d'Alzheimer. Donc ça, c'est les deux choses qui ont été faites. Alors, dans les activités et actions à mettre en place quand on relit la charte, il y a notamment donc, la collaboration au cycle de conférences annuelles. Donc la Ligue Alzheimer organise des conférences. Il y en avait une le 14 septembre, pour laquelle on a fait la publicité, mais le problème avec le Covid, donc le Covid a bien sûr paralysé énormément de choses, tout le monde en a bien sûr conscience. Il y a eu donc les formations, comme j'ai dit, aux agents, puis les formations des aidants proches. Il y a bien sûr, et c'est le plus important comme tu l'as souligné, c'est la MACA. La MACA est dans les activités, bien sûr, donc l'accueil, donc la maison d'accueil communautaire, a vraiment été l'exemple. On a fait beaucoup d'activités, puisque 2 jours par semaine, une vingtaine de personnes venaient ici donc, pour avoir toute une série d'activités. Et dans la vingtaine de patients que l'on avait avant le démarrage du Covid, on avait un quart de personnes atteintes d'Alzheimer. Donc là, vraiment, il y a eu tout un travail qui a été fait avec eux. Pour votre information aussi, sans citer le nom, sur les 20 personnes qui étaient donc ici en MACA, il y en a déjà 2 qui sont décédées depuis le mois de mars, et il y en a 2 aussi qui sont dans une maison de repos. Ici, donc ça veut dire que c'est aussi une population qui évolue, qui change, et donc qui est vraiment, qui n'est pas permanente pendant quelques mois. On a des nouveaux aussi, donc ici on était vraiment pas à saturation, mais 20, c'est quand même un grand nombre à accompagner avec des bénévoles. Alors, j'en viens maintenant donc à la deuxième partie de ta question par rapport au fonctionnement de la MACA. Mais dès que le Covid était vraiment présent, donc juste après le carnaval,
d'abord, il y avait une personne atteinte du Covid dans le personnel, donc tout de suite, là, il a fallu arrêter au plus vite le fonctionnement de la MACA. Et puis, de semaine en semaine, voyant l'évolution de la pandémie, comme la population âgée qui se trouve ici était vraiment une population à risque, il était vraiment impossible, et c'était vraiment se mettre à tête dans le sac de continuer à poursuivre les activités de la MACA, tout en sachant bien sûr que cette population avait besoin de venir ici, avait besoin de créer des liens, avait besoin de ces contacts sociaux. Alors qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Dominique a vraiment continué à téléphoner aux personnes qui venaient à la MACA et à créer ce lien et à les aider d'une manière ou d'une autre à faire leurs courses ou pas. Donc le lien a été vraiment continu durant la période de Covid. Et il y a donc un comité Covid aussi qui s'est créé ici donc sur la commune avec le collège, la police communale, un médecin référent. Donc nous nous réunissons pratiquement tous les mois et nous évaluons bien sûr les risques sur la population lilloise. Et bien sûr la MACA chaque fois revient presque en priorité dans nos activités en se disant que fait-on avec la MACA. Donc nous sommes chaque fois aidés par un médecin qui est médecin référent au Val des Seniors, donc qui lui aussi est en contact avec la population, et donc nous suivons son conseil. Donc le dernier comité que nous avons eu, donc c'était fin août, je pense, le mois d'août en tout cas, donc nous avons décidé de ne pas continuer, en tout cas pour le moment, d'arrêter l'activité, mais en laissant des portes ouvertes bien sûr. Donc peut-être au mois d'octobre, peut-être au mois de novembre, nous revivrons la MACA. Donc c'est chaque mois que ça va être évalué. Quand on met en place pendant ce temps-là, donc je vous ai dit, Dominique a continué vraiment à maintenir le lien et avec les bénévoles et avec les personnes qui venaient à la MACA. On a aussi créé pendant le Covid le fameux service Allô, tout va bien, où là nous étions en contact avec d'autres personnes isolées et âgées sur la commune qui n'avaient pas de famille, qui n'avaient pas de voisins et qui avaient besoin d'écoute. Il y a eu aussi beaucoup de contacts avec le conseil consultatif des aînés, qui est bien sûr aussi un peu paralysé dans ses actions, puisque vous l'avez vu, il y a eu une action d'appétence, donc des activités particulièrement concrètes, mais je me souviens quand même que en plein Covid, il y a eu une initiative citoyenne avec le Rhin Muguet, et c'est aussi le conseil consultatif des aînés qui s'est impliqué, notamment pas dans la distribution, mais en tout cas dans la préparation de cette activité. Donc, par rapport aussi à la MACA, il y a un courrier qui est envoyé bien sûr à chaque personne pour leur expliquer pourquoi on ne poursuivait pas les activités. Ça a été inscrit aussi sur le site internet de la commune. Il y a quand même des activités qui ont repris, notamment le stretching pour les aînés, Gym Sana pour les aînés et pour les personnes. Donc ça se passe ici, ça a repris début septembre. Par contre, il y a une grosse activité qui devait redémarrer, qu'on appelle les ateliers d'équilibre, où là, donc, c'est un groupe qui accompagne les personnes, justement, atteintes qui ne marchent plus très bien, etc. Là, on aurait vraiment voulu recommencer, mais comme on travaille beaucoup avec le toucher, ben voilà, c'est encore trop tôt, donc il faudra vraiment veiller à l'évolution de la pandémie dans ces semaines, et voir un petit peu comment on pourra adapter, en tout cas, l'aide aux aînés. Ce que je voulais dire aussi par rapport à l'agent proxydème de la commune, ce qui s'est passé aussi en septembre 2019, elle a souhaité diminuer son temps de travail. Et donc la directrice générale a donc dû revoir ses missions et elle n'est plus agent proxydème pour le moment. Donc là, il n'y a plus que une personne pour le CPS qui est vraiment le relais. Dominique, pour le moment, donc, comme il y avait l'arrêt de la MACA, il y avait une activité en moins, une mission en moins pour elle, et donc pour le moment, là je laisserai peut-être le soin à d'autres collègues de prendre la parole. Et elle est donc réorientée pour le moment, donc momentanément, c'est une parenthèse, dans un nouveau projet sur la commune qu'on appelle Wallin Compétences, pour laquelle il y aura donc un truc boîte et une conférence ici le 14 octobre prochain. Et puis, donc, quand vraiment les activités reprendront pour les aînés et pour la MACA, Dominique, bien sûr, refera à plein temps, en tout cas les 2 jours de semaine, l'activité de la MACA. Que puis-je encore vous dire par rapport à tout ça? Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Mais on va bien sûr, et ça, il faut faire resensibiliser par rapport à l'agent.
c'est bien que je propose dans le prochain bulletin communal, on remet une information tout publique et peut-être aussi faire une conférence encore cette année-ci par rapport à la maladie dans les écoles. Voilà. Est-ce que peut-être ajouter par rapport à cette cellule de crise, de gestion de crise Covid-19, donc nous avons mis en place courant du mois d'août, début août. Donc il s'est déjà réuni 2 fois, qui va se réunir encore cette semaine, vendredi. Et donc on suit l'évolution de la situation. Donc, vous devez peut-être savoir, si je vais le communiquer, qu'il y a quand même une recrudescence du Covid sur le territoire de la commune. Évidemment, il y a plus de tests qu'auparavant, donc il faut aussi relativiser. Hein. Mais en tout cas, les chiffres tels qu'ils sont et tels qu'ils me sont communiqués par la VIC, donc c'est vraiment les chiffres officiels. Donc, je vous l'ai dit, un cas a été détecté le 8 septembre, le 10, le 18, le 21. Alors le 24, c'est 3 cas, le 25 et le 28. Le 28, c'était hier. Donc voilà, on voit que tous les jours, à peu près, des nouveaux cas sont détectés. Donc la maladie est toujours bien présente et présente sur le territoire de la commune. Donc je crois qu'il faut quand même maintenir la vigilance. Et donc dans ces circonstances-là, rouvrir un cas, sachant que c'est un public à risque, comme l'a dit Thérèse, c'est quand même une sacrée responsabilité. Alors on est bien conscient qu'évidemment, les personnes seniors qui sont isolées, c'est difficile pour elles. Mais voilà, tout à l'heure, je pense que Thérèse a rappelé qu'on reste en contact avec elles téléphoniquement. Mais les réunir alors qu'elles proviennent de bulles différentes, voilà, c'est un sacré risque qu'on ne veut pas courir. Parce que si par la suite il s'avère que l'une d'elles devait être infectée, c'est une sacrée responsabilité qu'on devrait assumer. Et donc voilà, on ne prendra pas ce risque. Au jour d'aujourd'hui, en tout cas, vu l'évolution de la maladie. Maintenant, voilà, tout ça peut être réévalué en fonction de l'évolution, si ça devait être favorable dans les semaines à venir. Voilà. Peut-être, je ne sais pas si on peut dire dans ce niveau de la compétence déjà maintenant, ou parce que finalement, on en a déjà parlé, mais on reviendra ultérieurement sur ce dossier-là. Des remarques? Non? Merci. Deuxième question. Deuxième point, le communal Covid-19. Donc, pour rappel, le 26 juillet dernier, le Conseil communal a décidé d'octroyer le prix communal relatif à la crise sanitaire pour les personnes ayant subi du chômage, pour les indépendants et entreprises, à hauteur d'un budget de 100 000 €. Lors de la dernière séance du Conseil du mois dernier, donc du mois d'août, M. le bourgmestre annonçait que la commune avait octroyé 78 prix de 50 € en ardoise, soit en montant 3 900 €, et 82 prix pour les indépendants entreprises, soit en montant 30 500 €. On a assez surpris du dernier chiffre au niveau des primes octroyées pour les indépendants entreprises, puisque on a reçu le fichier Excel où on voit seulement 60 prix aux indépendants entreprises, donc on comprendra bien la différence. D'autre part, à cette dernière séance, vous proposez de réunir l'opposition afin de réfléchir à l'utilisation du montant restant, environ 65 000 € sur les 100 000 € budgétisés. On peut en déduire que pour nous, le projet n'était pas assez concerté et pas assez réfléchi, voté aussi dans la précipitation, dans le seul but de faire le buzz, encore un. Alors oui, à la concertation bien évidemment réfléchie, puisqu'on avait fait la proposition afin de faire avancer les projets communaux dans les périodes de tous les volets du mois, mais on rappelle quand même qu'on avait proposé 4 points à ce conseil du 26 mai, que la majorité a balayé dans le verre de la main. C'était la création d'une commission avec un timing assez réduit pour ne pas traîner en longueur. On avait proposé 3 d'une prime qui pourrait aller jusqu'à 100 € pour les personnes ayant subi du chômage, puisque vous aviez annoncé une bonne nouvelle budgétaire avant ce conseil du 26 mai. On avait aussi proposé l'introduction du projet de l'ardoise pour les indépendants et entreprises, refusé. Et on avait aussi proposé de réfléchir à des aides pour l'ensemble des associations culturelles et sportives, refusées. Alors effectivement, lors de la dernière séance, vous aviez proposé de réunir une commission, donc effectivement, c'est intéressant à première vue, mais on a su un mail pour nous fixer une date de réunion sans aucun ordre du jour. Et donc on est assez perplexe par rapport à cette commission qui, on ne sait pas de quoi elle va parler. Donc
voilà, on peut savoir quel était réellement le but du collège et de la majorité par rapport à ce montant restant et à utiliser. Voilà, je vais répondre. Donc, si je relis ta question écrite, notre question, expliquez-nous pourquoi la majorité veut enfin réunir une commission le 1er octobre, comme l'indique votre mail, de ce 14 septembre, pour discuter, alors qu'il n'y a pas d'ordre du jour prévu dans ce courriel. Donc, voilà, c'est ta question. Et donc, oui, tout à fait. Donc, moi, je dis, pas d'ordre du jour, le mail, il est ici, j'ai cruauté, et l'objet du mail, c'est réunion prime Covid. Donc, en ordre du jour, il y en a un, c'est la prime Covid. Alors maintenant, tu voudrais peut-être un texte de travail pour l'entendre cette fois, mais le texte de travail, c'est quoi? C'est le règlement dans sa mouture actuelle. Et c'est justement l'objet de cette réunion, c'est de retravailler ce règlement, puisque maintenant nous disposons de chiffres et que maintenant on sait où on va. Alors qu'au moment où on a élaboré ces règlements, on ne savait pas trop, on y allait à tâtonnement, on ne savait pas combien on aurait de demandes. Maintenant on a les statistiques, on le sait. Donc maintenant on va pouvoir vraiment avancer, travailler sur du fond. Alors qu'à ce moment-là, on était un petit peu comme le loyer, hein, c'est un petit peu le même départ, on ne fait pas très bien, on va à tâtonnement et puis il faudra peut-être réévaluer. Et donc on trouvait qu'il était intéressant de vous associer dans le cadre d'une concertation à cette réflexion. Si on n'a pas fait antérieurement, c'est parce qu'il y avait une certaine urgence et qu'on voulait avancer et qu'il y avait des gens dans la détresse et qu'il y a des gens qui avaient besoin d'argent rapidement. C'est pour ça qu'on n'a pas créé une commission pour retarder, ça aurait retardé finalement le paiement aux personnes qui en ont besoin, aussi bien les particuliers que les entreprises. Donc voilà, c'est ce qui a motivé le fait qu'on a voulu avancer dans un premier temps. Mais maintenant, voilà, on va peut-être se poser un petit peu plus. On a ici, pour les entreprises, dépensé 32 500 € sur un budget de 50 000. Et pour les particuliers, on a dépensé 3 900 € sur un budget de 25 000. Donc on va pouvoir élargir les conditions d'accès ou revoir les montants à la hausse. Mais ça, on va le décider ensemble, on va en parler ensemble. Voilà. Mais on ne vient pas avec une proposition toute faite, parce que si on vient avec une proposition toute faite, vous nous direz, vous nous mettez devant le fait accompli, qu'est-ce qu'on vient faire à cette commission? Non, le débat sera très ouvert, franchement. Maintenant, par rapport à vos remarques de l'époque au conseil communal, quand on avait décidé de ces primes, tu viens de les citer, toutes les 4, moi je veux bien les passer en revue. Pour la création d'une commission, voilà, on vient d'en parler. L'octroi d'une aide allant jusqu'à 100 € pour les personnes ayant subi du chômage économique. Et nous, on avait proposé 50, vous proposiez 100. La remarque est intéressante, on va peut-être proposer 100, ou certains on va proposer 150, parce que finalement, on a une marge de manœuvre beaucoup plus importante, ou peut-être même 200, on n'en sait rien, on verra. Mais donc, on va probablement devoir réélargir les critères ou revoir des montants à la hausse. Très certainement, oui. Mais à l'époque, 100 €, on ne savait pas si on aurait le budget, si on resterait dans les clous ou pas. Donc on préférait rester prudent, justement. Donc, ne sachant pas où on allait. L'idée de payer la prime pour les indépendants en ardoise, là on avait déjà aussi répondu à l'époque, estimant qu'on ne trouvait pas opportun, parce que les indépendants, ils ont besoin de monnaie sonnante et trébuchante pour pouvoir payer leurs impôts, leurs cotisations sociales, le personnel, leur loyer, et donc ça, l'ardoise, ils ne vont pas pouvoir l'utiliser. Donc un particulier, par contre, lui, il a accès aux commerces locaux, aux nourriture, etc. Donc là, c'est adapté, mais certainement pas aux entreprises et aux indépendants. Là, c'est mal connaître la réalité économique. Quatrième point, c'était les aides à l'ensemble des associations culturelles et sportives. Déjà, les associations culturelles et sportives, je pense qu'elles n'ont pas été nécessairement en demande d'une aide. Et les quelques associations qui ont demandé une aide, c'était en somme, on annule les locations. Et on l'a fait. Et c'était également, on a accordé également, c'est parce qu'au conseil communal, une gratuité supplémentaire pour une location de salle. Donc on est venu en aide aussi par rapport au monde culturel et sportif. Donc voilà. L'idée, c'est que vous associez, l'objectif il est là, ni plus ni moins, il ne faut pas y voir malice. Hein. Et l'ordre du jour, il est clair, le document de travail, vous les avez reçus, c'est le règlement communal dans sa mouture actuelle et c'est les statistiques. Donc sur base de la matière, elle est là. Là, sur base de cette matière, on va pouvoir évoluer et on va pouvoir améliorer les choses. Et on va vous associer dans cette. Et d'ailleurs, le dernier conseil communal, je pense qu'on vous a tendu la pêche et vous avez saisi, hein, je n'ai pas entendu critique. En fin de séance. Oui, en fin de séance. On est d'accord sur le principe, mais le travail a été fait un peu avant
aussi lors de la. Après, on va pas politique, on a discuté sur ce point. Donc voilà, nous, on explique que vous avez d'autres visions de la chose. Voilà, on va faire le débat ici. Voilà, nous, Oui, mais j'ai bien entendu mon argumentation et on estime qu'il aurait pu avoir un peu plus de concertation avec l'ensemble de la. Ben voilà, il y avait un certain degré d'urgence et le contexte sanitaire n'incitait pas non plus à ce moment-là. On était un petit peu dans le confinement, hein, c'est encore plus strict que maintenant. Donc les réunions, ok, on peut toujours faire en visioconférence tout ce qu'on veut, mais c'était pas évident, il faut quand même le dire. Donc, et puis en plus, on n'avait pas les chiffres, on n'avait rien, on n'avait pas de matière, on avait vraiment un tâtonnement. Voilà, mais j'avais trop tard pour bien faire. Vous avez travaillé en visioconférence pour la période, donc que c'est compliqué. Oui. Donc, ouais, tout en temps. Oui, mais bon, on se rappelle dans les débats. Voilà, c'est ça qui compte. Vraiment, vous en remercie. À un moment donné, il faut que nous, on peut aussi avoir avancer. des questionnements et on peut se poser des questions. Oui, mais ce débat-là, il a déjà eu lieu antérieurement. C'est ça que j'étais étonné que tu viennes avec cette question-là. C'est un choix. Voilà. Effectivement. Dernier point, service technique communal. On peut observer depuis de nombreux mois que plusieurs points qui sont inscrits à l'ordre du jour des collèges communaux relatifs à de nombreux problèmes de fonctionnement du service technique. On peut même lire lors d'un PV de la séance du collège du 20 février 2020 que le bourgmestre constate que le service des travaux n'est pas géré de manière optimale et qu'il y a beaucoup de déperdition d'énergie et que les agents arrivent on ne sait pas trop quand, ils partent on ne sait pas trop quand, et entre les deux on ne sait pas. N'est-ce pas le rôle du politique et de l'échevin des travaux de fixer les véritables lignes de conduite? On remarque aussi que le 13 août dernier, le collège communal décide d'attribuer un marché public à l'entreprise Vanipal V3, qui est relatif à la tonte des pelouses et entretien de divers espaces verts. Il nous revient également que d'autres tâches seraient également privatisées dans le futur. Alors, on rappelle simplement que le service technique communal est un gros service au niveau de la commune. Il est composé d'une dizaine d'agents et est équipé d'un matériel professionnel représentant des investissements financiers très importants depuis de nombreuses années. Alors, on se demande réellement s'il y a un pilote dans l'avion et on souhaite avoir des réponses par rapport à deux questions, par rapport aux outils et aux pistes de solutions que le collège propose afin d'améliorer les différents problèmes rencontrés, les tensions rencontrées depuis de nombreux mois. Et alors, bien évidemment, très, très important, connaître les véritables intentions de la majorité par rapport au devenir du service technique. Bien évidemment des agents communaux et également du matériel investi depuis de nombreuses années. Voilà, donc ici, notre objectif, c'est pas parler de cas spécifiques, c'est parler de manière générale du service technique. Justement, par rapport à ça, avant que j'aimerais intervenir, avant que le collège et les chemins des travaux interviennent personnellement, je trouve que quand on fait référence à un PV d'une séance du collège du 20 février 2020, que c'est assez maladroit, parce que j'ai eu la curiosité de retourner dans ce PV et qu'en réalité, tous les arguments, tous les éléments qui sont repris dans ce paragraphe 2, on vient quand, on ne sait pas trop quand, on part, on ne sait pas trop quand, tout ça est repris dans un rapport d'évaluation d'un agent bien spécifique, dont je ne citerai bien sûr pas le nom. Et donc, d'un point de vue déontologique, j'estime que ce n'est pas du tout normal d'aller rechercher dans un rapport d'évaluation d'un agent des éléments qui sont ensuite exposés en sciences publiques. C'est pour ça que si on devait développer ce point-là, ce sera, j'imagine, à huis clos. Bien sûr. Et pas en sciences publiques. Par rapport à la tonte, etc., moi je ne suis pas habilité à en parler, je ne suis pas là au jour le jour, mais donc ce point-là, il faut en parler par après, et on se huis clos s'il vous plaît. On est bien d'accord. Moi aussi, effectivement, ça m'a heurté, je dois dire franchement. On cite mes propos, je les assume, donc ça ne me heurte évidemment pas, sauf qu'ils sont repris hors contexte et que on peut citer une phrase qui a été dite, mais il y en a d'autres qui ont été dites, et moi je ne les donnerai évidemment pas ici publiquement, parce que ça a été dit à huis clos, dans un contexte bien particulier, et donc ça n'avait pas à sortir du cénacle communal. Donc ça, je trouve que franchement, c'est une erreur, et même sur le plan déontologique, c'est quand même contestable, mais voilà, tu assumeras les conséquences. Et donc je propose de répondre en deux temps. En premier temps,
en public, évidemment, sur l'aspect qui est intéressant, par contre, par rapport à la tonte, donc ça certainement, je trouve que la question mérite le débat mérite d'être développé ici en séance publique. Par contre, l'aspect gestion des services travaux, surtout que c'est tiré d'un procès verbal, etc., comme l'a dit Marc, dans le cadre d'une évaluation en amont du personnel, ça, on passera vite si vous voulez. Donc, quelle serait la parole à Thierry pour le premier aspect public? Bon, l'aspect du marché public pour les tontes, je vais tout simplement lire une note qui est adressée aux personnel du service voirie, qui date du 20 août 2020, je pense que peut-être tu l'as déjà vu, je ne sais pas. Donc, en fait, tonte des pelouses 2020. Messieurs, le 17 juillet, dans un souci de transparence et de dialogue, le bourgmestre, accompagné de la directrice générale et des chefs de service et même de l'échelle de travaux, donc je suis plus tard par rapport à certains propos, donc je recommence dans l'ordre, et les chefs de travaux accompagnés de la directrice générale et des chefs de service ont souhaité rencontrer le personnel ouvrier au hall de voirie pour exposer leur vision des tontes de pelouse 2020. Il a été expliqué que cette année, l'organisation du service tonte des pelouses est particulièrement compliquée en raison de plusieurs événements ayant perturbant encore le service technique communal, à savoir le Covid-19, avec les distances de service qui ont été la conséquence durant plusieurs semaines. Un membre du personnel a été en accident de travail durant plusieurs semaines, et alors la future admission à la pension d'un agent et l'interdiction d'utiliser des herbicides aussi. Donc, comme évoqué en CCPPT, sur l'interpellation de la CGSP, le collège communal a décidé de se lancer dans un marché public concernant la tonte des pelouses à certains endroits, pas partout, donc le 150e, Clénis, Pascal Maria, pour venir en soutien aux ouvriers communaux en cas de besoin. Donc je répète, en cas de besoin. Le bourgmestre a insisté sur le fait que ce marché s'est déjà fait par le passé et que l'objectif n'était pas de privatiser les tontes des pelouses communales, mais bien d'avoir un levier à actionner en cas de nécessité. Le matériel de tonte interne a été récemment renouvelé et il serait regrettable de ne pas s'en servir. Nous vous remercions pour votre compréhension. Donc ça répond en fait à la question. Donc c'est ponctuel. C'est ponctuel. Et donc non seulement c'est ponctuel, mais j'insiste sur la concertation qu'il y a eu dans ce choix. Et donc je rappelle la chronologie. On a d'abord évoqué la question en CCPPT, je pense que Marc était présent, je ne sais plus si tu étais là ou pas, mais voilà. Enfin, en tout cas, c'était évoqué en CCPPT à la demande de la CGSP, où voilà, donc, il y a eu une concertation en présence des syndicats, première étape. Deuxième étape, le 17 juillet, comme Thierry, la DG ainsi que la hiérarchie et moi, nous sommes rendus au hall de voirie pour expliquer notre vision par rapport aux tontes. Troisième étape, le 13 août, le collège a validé le cahier des charges, a attribué maintenant le marché. Et quatrième étape, le 20 août, on a adressé cette note que Thierry vient de lire aux ouvriers et aux services techniques. Donc je pense que faire mieux que ça, voilà, c'est un peu compliqué. On a vraiment concerté les personnes concernées et on les a rassurés en disant qu'il ne s'agit pas du tout de privatiser, ce n'est pas l'objectif, parce que comme tu l'as très bien dit Bruno, on a investi dans du matériel, mais il y a un contexte un peu particulier cette année-ci, et donc l'idée c'est à certains endroits et à certains moments en cas de besoin. Voilà, c'est une roue de secours en fait. Ça va Si je peux me permettre, aussi dans l'interpellation, il y a la dernière phrase, il nous revient également que d'autres tâches seraient également privatisées dans le futur. Il nous revient donc des sources trompent, parce que rien n'a été évoqué à ce niveau-là. Ou alors, tu veux me dire quoi J'allais soulever cette phrase-là aussi parce qu'elle m'a interpellé, évidemment. J'ai donc interrogé le collège, j'ai interrogé toutes les personnes que je pouvais, et personne n'est venu me dire. Sans doute, il y a eu des sources, alors tant mieux, ça me rassure. Ça me rassure. Si le collège assure que c'est ton humeur, ça me rassure. C'est tout neuf. Alors, on va peut-être passer, s'il n'y a plus de points publics, on va passer à huis clos et on continuera la réponse, on prolongera peut-être le débat par rapport à cette question-là. Ouais, sur la première partie de la question. Je remercie le public. Bonne soirée.